Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 22 juillet 2026 et notre cher ami Richard Wolff est avec nous. Bon retour parmi nous, professeur Richard Wolff. Merci beaucoup, Nima. Je suis ravi d'être ici. Permettez-moi de commencer, Richard, par ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis. Comme vous le savez, la situation dans le détroit d'Ormuz, en raison de la guerre en cours entre les deux camps, reste la même que celle dont nous avons parlé auparavant. La fermeture du détroit d'Ormuz. Rien ne circule dans ce détroit. Et un nouvel élément s'ajoute à la guerre. Le blocus yéménite contre l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite utilisait auparavant la mer Rouge. Mais aujourd'hui, en raison du siège imposé au Yémen depuis 12 ans, les Yéménites ripostent. Ils disent non, vous ne pouvez pas utiliser la mer Rouge pour exporter du pétrole et quoi que ce soit d'autre. Vous devez passer par ce pipeline. C'est le nouvel élément de la guerre. Hier soir, le prix du pétrole brut était autour de 199. Il augmente. Et voici ce que Scott Bessent a dit, Richard, sur la manière dont ils exercent une pression sur l'économie iranienne. La guerre et la pression économique que vous exercez sur l'Iran au Trésor. Vous avez dit que le Trésor mène une guerre économique contre l'Iran et vous avez pris des sanctions contre l'Iran. J'aimerais connaître votre point de vue là-dessus. Plus tôt ce mois-ci, vous avez imposé d'importantes sanctions contre l'empire maritime iranien en sanctionnant un réseau lié à Mohammad Hossein Shamkhani et en ciblant plus de 200 navires. En plus du blocus naval, de la position ferme du président et des mesures de rétorsion contre l'Iran, pouvez-vous nous dire ce qu'il reste dans votre champ de compétences en matière de sanctions et de guerre économique qui puisse encore être fait contre l'Iran? Oui. Nous avons donc mené l'opération Fureur épique, qui est une campagne de 6 semaines. Elle a éliminé la marine iranienne, l'armée de l'air, une grande partie de leur stock de missiles et de drones, et détruit la plupart, sinon toutes, de leur capacité à se reconstituer. Ensuite, nous sommes passés à ce que nous appelons la fureur économique. C'est un double coup. D'abord le blocus, puis ce que nous faisons au Trésor. Nous suivons ces comptes partout dans le monde. L'autre jour, nous avons gelé un portefeuille de crypto-monnaies lié aux gardiens de la Révolution, d'environ 130 millions de dollars. Nous avons identifié l'homme qui gère l'argent de l'ayatollah et nous suivons les biens de l'ayatollah partout dans le monde. Nous espérons pouvoir bientôt publier ces biens immobiliers d'une valeur de plus de 100 millions de dollars et en donner les adresses. Et nous préservons cet argent pour le peuple américain. Mais surtout, nous resserrons l'étau sur le régime. Leur monnaie s'est effondrée. Elle est à son plus bas niveau historique face au dollar. Elle est en chute libre. Et nous pensons que le taux d'inflation dépasse les 180% en Iran. Donc, vous savez, c'est le gouvernement qui fait souffrir le peuple. Et nous allons continuer à faire pression. Mais nous allons aussi mobiliser les ressources et préserver celles que nous récupérons pour le peuple iranien quand nous aurons franchi cette étape. Alors, comment... Oui, Richard, vous avez entendu ce qu'il a dit. Et c'est la même politique. Il mène cette politique contre la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Mais le cas de l'Iran est d'une certaine manière différent. Comme je l'ai dit, le détroit d'Ormuz, Bab el-Mandeb, en mer Rouge, pose d'énormes difficultés à Donald Trump. Comment comprenez-vous cela? Et que se passe-t-il selon vous? Eh bien, je ne vais pas passer du temps à énumérer tous les mensonges que M. Bessent vient de débiter en un très petit nombre de secondes. Il a concentré un degré de supercherie qu'on associait autrefois vraiment qu'à son patron, M. Trump. Mais j'imagine que c'est contagieux. Alors lui aussi s'y met. Lui et d'autres avaient promis que cette guerre durerait quelques semaines lorsqu'elle a commencé, à la fin février. Nous voilà bien plus longtemps après.
Ce n'est pas parce que leur guerre a été un succès. Il a répété ce mot à plusieurs reprises. C'est parce qu'elle n'a pas été un succès. Et ils se sont débarrassés de la plupart de leurs missiles. Les Américains ne savaient pas qu'ils avaient des missiles. Et manifestement, ils disposent d'un immense stock de missiles. Et les Américains n'ont pas réussi à empêcher l'utilisation de leurs missiles. C'est pour ça que des bases américaines sont détruites à travers le Moyen-Orient. C'est pour ça qu'Israël doit se retenir, de peur que les missiles iraniens ne causent encore plus de dégâts qu'ils n'en ont déjà causés. Et puis il y a cette absurdité des sanctions. Vous savez, les sanctions n'ont pas très bien marché pour les États-Unis lorsqu'ils les ont appliquées à la Russie, il y a de nombreuses années. Ils continuent. Ils reviennent sans cesse à la charge et s'entêtent dans ce qui n'a pas marché. Cela fait maintenant de très nombreuses semaines qu'ils bombardent l'Iran. Ça ne marche pas. Les Iraniens ne se mettent pas à genoux pour supplier qui que ce soit. Ils n'ont pas cessé leur guerre. Ils l'intensifient. Comme vous le soulignez, Bab el-Mandeb va maintenant être bloqué. Cela oblige les navires à faire demi-tour et à passer par le canal de Suez, ce qui augmente le coût de tout ce qui y transite. Cela allonge les délais. C'est un coup très dur sur le plan pétrolier, parce que cela signifie que le pétrole saoudien ne peut plus revenir. Et le désespoir des États-Unis, ça s'est révélé aujourd'hui. Ils savent que cela leur fait mal. C'est pour ça que, ce matin, ils ont décidé d'accepter que l'Arabie saoudite ait des armes nucléaires. De quoi s'agit-il? On vient de justifier une guerre contre l'Iran au nom de la non-prolifération nucléaire. Et pendant ce temps, ils propagent les armes nucléaires. Et si je connais quoi que ce soit à l'histoire des relations compliquées entre l'Iran et l'Arabie saoudite, si vous donnez des armes nucléaires à l'Arabie saoudite, vous venez d'accroître l'incitation pour l'Iran, s'il ne les possède pas déjà, à aller s'en procurer. Dernier point sur les sanctions. Il existe une immense littérature en économie, rappelez-vous, je suis professeur d'économie, qui montre que les sanctions, est-ce qu'elles sont irritantes? Oui. Est-ce qu'elles coûtent de l'argent au pays qui les subit? Oui. Est-ce qu'elles changent la géopolitique fondamentale? Presque jamais. Elles ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il est relativement facile de les contourner, de cacher ce que l'on fait en passant par des tiers. L'Iran pourra-t-il échapper aux sanctions? Et la réponse, c'est que plus que toutes les autres sanctions, celles-ci pourront être contournées. Pourquoi? Parce que les deux grands alliés de l'Iran, la Russie et la Chine, sont en mesure d'aider les Iraniens à vendre leur pétrole, à l'acheminer, à faire sortir du pays les exportations qu'ils doivent faire sortir, et à obtenir les ressources et les importations dont ils ont besoin. La Chine et la Russie ont une immense frontière que personne d'autre ne peut surveiller. Et la Russie et l'Iran ont la mer Caspienne qu'ils peuvent dominer, puisque les Russes le font déjà. Est-ce que ce sera une source d'irritation? Oui. Est-ce que ça va changer la situation? Non. Vous savez ce que sont ces mesures et M. Besant le sait, même s'il ment effrontément. Évidemment qu'il le sait. Ces mesures sont destinées à la consommation politique intérieure aux États-Unis. Ils veulent montrer que nous avons détruit leur marine. Écoutez, c'est une guerre qui se mène avec des missiles et des drones. Les Iraniens ont montré au monde qu'ils sont capables d'avoir, de maintenir, de tirer et de frapper leurs cibles avec une précision stupéfiante sur les bases militaires américaines, notamment en Jordanie, à Bahreïn, au Koweït, aux Émirats arabes unis, et ainsi de suite. C'est vraiment important. Et voici pourquoi. Les États-Unis sont un empire en déclin. Ils ont pu perdre la guerre du Vietnam et continuer malgré tout. Ils ont pu perdre la guerre en Afghanistan et continuer malgré tout.
Ils ont pu, au fond, perdre en Irak et continuer malgré tout. Nous entrons maintenant dans une nouvelle étape du déclin de l'Empire américain. Une guerre qu'ils sont en train de perdre, non pas parce que l'autre camp les surpasse en endurance, mais parce qu'il égale les ressources qu'ils peuvent mobiliser. Le fait que les États-Unis disposent d'une armée de terre, d'une marine et d'une force aérienne ne les a pas aidés, parce que tout cela a échoué. Ça n'a pas résolu le problème. Ils ont fait intervenir la marine, elle n'y arrive pas. Ils ont mis en place un blocus, ça n'a rien changé. Ils ont fait intervenir leur force aérienne, ça ne résout pas le problème. Ils ne peuvent pas résoudre le problème, c'est ce qu'ils découvrent. Alors ils ne savent pas quoi faire. Ils n'ont ni la puissance militaire, ni la puissance économique suffisante pour y mettre fin en obtenant quoi que ce soit qui ressemble, même de loin, à une victoire. À la fin, ils vont crier victoire, parce que comme vous pouvez le voir avec M. Trump, et maintenant aussi avec M. Bessant, ils disent tout ce qui, selon eux, fera bonne impression dans les médias américains. Écoutez-le. Nous avons éliminé leurs missiles. Il s'est repris, comme le font les menteurs, la plupart d'entre eux. Nous avons éliminé leur armée, la plupart de leurs missiles. Non, vous ne l'avez pas fait. Non, vous ne l'avez pas fait. Ils ont tous les missiles dont ils ont besoin. Regardez ce qu'ils font. Et vous savez, je crois que, lentement mais sûrement, le monde entier regarde la plus grande et la plus puissante puissance militaro-économique du monde combattre encore un autre pays pauvre. Mais il ne faut pas longtemps pour que la défaite apparaisse. Cela a pris beaucoup de temps au Vietnam. Cela a pris encore plus de temps en Afghanistan et en Irak. Ici, ça va très vite. Ça ne fait que quelques semaines et le monde entier peut voir que les États-Unis n'en sont pas capables. Ils ne peuvent même pas approcher leur porte-avions à portée des missiles dont dispose l'Iran. Si vous êtes au courant, si vous faites attention, et cela commence lentement à se savoir, tout cela c'est du théâtre occidental, et le reste du monde le voit. Et ce qu'ils voient, c'est ce que les États-Unis ne peuvent pas admettre, le déclin de la puissance de l'Empire. Il s'avère que, si vous connaissez la fable américaine pour enfants, l'empereur n'a pas de vêtements du tout. Richard, puisque vous avez évoqué le calendrier de ces guerres, pourriez-vous comparer la guerre du Vietnam, celle d'Irak et d'Afghanistan, à ce qui se passe actuellement en Asie occidentale contre l'Iran? Je pense que le facteur principal, c'est le détroit d'Ormuz et la manière dont l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz et exerce une forte pression économique sur les États-Unis et leurs alliés. Pas seulement sur les États-Unis, d'ailleurs. Tout le marché en est affecté. C'est un aspect de la guerre. L'autre, c'est la manière dont les États-Unis escaladent d'une certaine façon avec le Yémen. Dans le cas du Yémen, hier encore, ils ont annoncé ce blocus. Il n'existait pas auparavant. L'Arabie saoudite a attaqué le Yémen parce qu'elle ne voulait pas qu'un avion civil iranien y atterrisse. Ensuite, on voit le Yémen répondre, riposter. Donald Trump a déclaré qu'il soutenait cette attaque contre le Yémen. Et puis on voit de nouvelles répercussions de ce conflit avec le blocus de l'Arabie saoudite. C'est une guerre hybride, une guerre économique, avec aussi des aspects militaires. Et c'est quelque chose de nouveau pour les États-Unis. Je pense que c'est là la différence. Comment voyez-vous la combinaison des deux et la manière dont les États-Unis semblent, d'une certaine façon, peut-être vouloir poursuivre cette guerre? Je ne vois pas les États-Unis y mettre fin avant peut-être décembre de cette année, peut-être l'année prochaine, puis en janvier ou février. On n'a pas l'impression que la fin approche. Eh bien, je pense que pour les États-Unis, c'est une situation entièrement nouvelle.
Et je crois que c'est parce qu'elle est à la fois pas tant économique et militaire, parce que ça, c'est toujours le cas. De nos jours, le militaire coûte très cher. Quand on mène une guerre, elle a des dimensions économiques, qu'on le veuille ou non. Le problème, c'est que dans les guerres en Afghanistan, au Vietnam et en Irak, les États-Unis ont pu limiter, en quelque sorte, circonscrire les combats. La guerre était donc au Vietnam et concernait le Vietnam. Le seul endroit qui était bombardé, c'était le Vietnam. Il n'y a pas eu de répercussions majeures sur l'économie mondiale, il n'y a pas eu de retour de flamme majeur pour les États-Unis. Mais là, c'est complètement différent. Il y a aujourd'hui une crise aux États-Unis, à de nombreux niveaux, aggravée par cette guerre. Dans ce pays, l'agriculture, surtout pour les petites exploitations, se fait avec des marges bénéficiaires très faibles. Or, maintenant que le prix du pétrole et du gaz augmente, les agriculteurs doivent payer plus cher pour faire fonctionner leurs tracteurs. Le prix des engrais a augmenté parce qu'ils sont fabriqués à partir de pétrole. Ils n'arrivent pas à gérer les finances de tout ça. Cela coûte des sommes énormes et nuit à toutes sortes de secteurs. Nous avons une crise budgétaire dans le pays. Le sans-abrisme y augmente. Il n'y a pas d'argent disponible pour faire beaucoup de choses qui permettent au contrat social de tenir dans ce pays. Maintenant, vous pouvez avoir des gens comme M. Besson qui mentent effrontément en vous disant que ce que nous allons faire, c'est être plus efficace. Vous vous souvenez d'Elon Musk avec une tronçonneuse pour rendre le gouvernement plus efficace? Il ne rend rien plus efficace. Il économise de l'argent sur les dépenses intérieures comme le ministère de l'Éducation et ainsi de suite. Pourquoi? Pour pouvoir financer la guerre et toutes les autres conséquences intérieures de la guerre, comme distribuer des milliards aux agriculteurs afin de garder leur voix pour l'élection. Vous exercez une pression sur l'Empire américain et le capitalisme américain. Oui, cette pression ne les menace pas encore. Et oui, vous avez peut-être raison. Ils sont tellement affaiblis que s'ils se retirent et que le monde voit qu'ils ont encore été vaincus, ils pourraient continuer. Mais pas parce qu'ils le peuvent et que c'est facile. Pas du tout. Parce que pour eux, c'est le moindre mal comparé au fait d'admettre qu'ils n'auraient jamais dû faire ça, qu'ils ont été mal renseignés, soit par leurs propres services de renseignement, soit par les services israéliens, soit par les deux, et qu'ils sont exposés aux yeux du monde. Écoutez, chaque pays au monde qui accueille une base militaire américaine va désormais voir cela différemment. Ils ont vu ce qui est arrivé aux bases au Koweït, à Bahreïn, et ainsi de suite. Ils ne sont pas stupides. Ils comprennent ce que cela signifie. Tout comme d'autres pays comprennent désormais l'urgence d'avoir des missiles et des drones dans un endroit où ils peuvent être cachés, dans un endroit d'où ils peuvent être utilisés et rester à l'abri. Tout le monde apprend ici, et les leçons qu'ils en tirent sont extrêmement dangereuses pour les États-Unis. N'importe qui ayant un minimum de bon sens vous dira que l'importance de la puissance militaire des États-Unis tenait à l'espoir qu'elle paraisse si immense que personne n'oserait les obliger à s'en servir. L'Iran les a obligés à l'utiliser maintenant, et cela les a exposés. Et ils ont commis une erreur. La mise en évidence de leur faiblesse face à l'Iran constitue une immense leçon historique pour le monde entier. Le grand empire puissant, l'empire des États-Unis, qui a hérité des empires britanniques, français, allemands, belges, hollandais et japonais. C'est pour cela que les États-Unis sont le pays qu'ils sont. C'est l'unique empire qui en a remplacé une douzaine. Et il est riche en conséquences. Il pourrait dépouiller le monde entier, pas seulement la partie de l'empire britannique ou de l'empire français ou de l'empire allemand. Ils les ont tous récupérés. Mais il y a un dicton en anglais. Plus ils sont grands, plus dure est leur chute. C'est tout.
Vous regardez le plus grand de tous les empires vivre ce que tous les autres ont vécu. Cela prend plus de temps. Cela peut être plus dévastateur et plus difficile. Nous n'aurons pas de guerre mondiale parce que nous n'avons pas d'empire concurrent comme nous en avions lors des Premières et Secondes Guerres mondiales. Rappelez-vous, c'était l'aboutissement du colonialisme européen. Ils se sont détruits les uns les autres dans une guerre mondiale. Et c'est là que les États-Unis se dirigent. Il ne sait pas comment s'y prendre autrement pour s'accrocher. Mais le reste du monde a trouvé comment contourner ce grand empire. La Chine y est parvenue grâce à la chance, pour les Chinois, d'avoir été frappés d'interdiction, d'avoir été exclus. Les États-Unis n'ont pas reconnu la Chine entre 1949 et les années 1970. Ils ont fait comme si elle n'existait pas et ont laissé les Chinois se débrouiller seuls. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est une leçon pour un économiste. Le développement économique chinois n'a pas bénéficié du plan Marshall. Le développement économique chinois n'a pas bénéficié d'une armée d'économistes formés comme moi, venus des États-Unis pour aider au développement économique. Non. Ils ont dû le faire eux-mêmes, et cela s'est révélé être la meilleure chose qui pouvait leur arriver. Ils ont surpassé tout le monde, déjoué toutes les prévisions, dépassé toutes les idées sur la manière de s'y prendre. Ils ont enfreint les règles de l'investissement privé et tout le reste. Le reste du monde a respecté les règles, et aujourd'hui, le reste du monde regarde la Chine pour ce qu'elle a accompli. Les Russes l'ont compris. Les Russes étaient des Européens qui voient que l'avenir est en Asie, et ils ont fait leur choix. Le reste de l'Europe est furieux. Mais le reste de l'Europe ferait mieux d'y prêter attention, parce qu'il va très vite constater qu'il commet une erreur catastrophique. Mais ils sont désespérés, ils sont alliés aux États-Unis, et ils ne peuvent pas reconnaître le problème qu'ils ont. L'Empire, qui aujourd'hui les détruit au lieu de les enrichir. Ils n'arrivent pas à le comprendre, alors ils essayent de s'accrocher, et cela ne fait qu'aggraver les choses pour eux. L'Iran est un phare pour tous les autres pays dans cette situation. Passez longtemps à travailler autour de ce que sont les États-Unis, et ensuite vous pourrez riposter. Il est clair que les Iraniens veulent se battre indéfiniment, parce qu'ils comprennent qu'ils sont déjà dans le viseur des États-Unis. Ils l'ont toujours été. Quelle a été l'expérience du Shah? C'était ça. Qu'a été le renversement de Mossadegh? C'était ça. Qu'a été l'affaiblissement incessant de leur société depuis que les ayatollahs ont pris le pouvoir? C'est ça. Donc ça ne s'arrête jamais. Et ils ont désormais fait ce qui était nécessaire pour riposter sérieusement. Ils ne pouvaient rien faire à propos de Mossadegh. Pendant 25 ans, ils n'ont rien pu faire contre le Shah. Si je comprends bien, il avait sa savak, et le seul endroit où l'on pouvait s'organiser, c'était la mosquée. C'est donc pour ça que tout s'est passé ensuite dans les mosquées. Mais les gens qui dirigeaient la mosquée ont compris la leçon à en tirer. Et c'est ce que nous voyons. Et c'est plus important que toutes les tentatives absurdes du gouvernement américain de s'en sortir à coups de bombardements ou de sanctions. Cela fait longtemps qu'il impose des sanctions. Si vous voulez l'exemple le plus incroyable de sanctions, c'est Cuba. Cuba est sous sanctions depuis 1959, n'est-ce pas? Cette pression incroyable, ininterrompue, ouverte, secrète, militaire, économique, politique, idéologique, tout y est. Et malgré tout, ils n'arrivent toujours pas à leur fin. Je pense que ce que vous voyez se comprend le mieux comme l'histoire du déclin de l'Empire américain. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Et c'est là toute l'importance de ce qui se passe en Iran, que cela se termine demain ou dans un an.
Si on prend un peu de recul, Richard, l'administration Trump gère ou essaie d'une certaine manière d'appliquer cette résolution de Lindsey Graham et Blumenthal. Ils ont préparé une résolution pour imposer davantage de sanctions à la Russie. Puis Donald Trump a déclaré, il y a 3 jours, qu'ils allaient y ajouter l'Iran, afin d'imposer davantage de sanctions à l'Iran et à la Russie. L'autre point, c'est la manière dont la Russie et l'Iran voient le conflit. Ils estiment que tant qu'ils restent dans le combat, ils vont affaiblir la position des États-Unis face à eux. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une guerre de sanctions. Imposer des sanctions à leur économie pour l'écraser fait partie du jeu. Mais l'une des autres composantes de la guerre, ce sont les stocks des États-Unis. La Chine a coupé l'approvisionnement des États-Unis en minéraux de terres rares. Elle n'envoie pas ces minéraux aux États-Unis. Ils ne les vendent pas non plus au Japon. C'est un affrontement qui est en quelque sorte économique. Donald Trump a commencé, vous vous en souvenez, avec ses droits de douane contre la Chine. Et au bout d'un certain temps, il a décidé de ne pas aller plus loin, parce qu'il a subi la pression de la Chine et constaté sa capacité à riposter. Aujourd'hui, Richard, si l'on part du principe que la guerre entre les États-Unis et la Chine a commencé en 2010, alors, de 2010 à aujourd'hui, en 2026, elle a débuté comme une guerre économique. Et maintenant, nous avons une guerre économique entre l'Est et l'Ouest, en plus de 2 théâtres de guerre qui s'aggravent avec le temps, en Ukraine et en Asie occidentale. Tout cela est d'une certaine manière lié ou connecté à l'économie de ces 2 pays et à la façon dont l'ensemble formé par la Russie, l'Iran et la Chine riposte aux États-Unis. Sur les plans socio-économiques, Vous savez, je comprends qu'on puisse voir les choses différemment. Moi, je vois la Russie en train de gagner en Ukraine. Je le vois tous les jours. Je ne comprends pas quelle serait l'alternative. Le seul accès à l'océan qu'avait l'Ukraine, c'était Odessa. Et Odessa est désormais de fait bloquée et submergée par les Russes, qui vont très probablement, vu tout ce qui s'est passé, prendre cette ville dans les prochaines semaines. Et après quoi? L'Ukraine devient alors un pays comme l'Autriche, un petit pays sans port, auquel il ne reste plus grand-chose. Les économies européennes sont dans un état terrible. La croissance économique moyenne en Europe se situe entre 0 et 1%. La croissance annuelle aux États-Unis est de 2%, 2,1%. La croissance annuelle en Chine cette année est de 4,3%, soit plus du double de celle des États-Unis. Et cela est vrai chaque année depuis 2010. Ce n'est pas un programme efficace pour contenir la Chine. C'est un échec colossal. Vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez pas contenu la Chine. Vous ne l'avez même pas freiné. Le rapport est de 2 pour 1, et parfois même de 3 pour 1, en faveur du taux de croissance chinois. Or, cet écart de croissance se traduit par des capacités différentes dans votre action politique, par des capacités militaires différentes, et par une capacité accrue de la Chine à aider la Russie. L'économie russe se porte correctement, elle aussi. Malgré les immenses prédictions selon lesquelles le rouble s'effondrerait et la Russie serait mise à genoux. Écoutez, je regarde ces choses-là, je les prends au sérieux. Je me demande, les prédictions se sont-elles réalisées? Quelle a été la puissance des sanctions? Et la réponse, c'est qu'elles n'atteignent pas l'objectif affiché par ceux qui les imposent. Et tout ce que je vois, c'est encore plus de la même chose. Eh bien, ça n'a pas marché. C'est comme si M. Trump avait réimposé le blocus. Mais le blocus n'a pas marché la première fois. Il ne marchera pas la deuxième fois. Dites-moi, donnez-moi une raison de croire que la campagne de bombardement pendant 40 jours n'a pas marché et qu'elle a maintenant repris. Quoi? Encore plus de morts? Il m'a semblé que, quand on a vu des millions et des millions de personnes dans les rues d'Iran pour les funérailles de l'ayatollah,
On pouvait constater que si votre objectif, comme cela avait été annoncé, était de bombarder, puis que le pays s'effondre à cause de toutes les dissensions, eh bien on n'a vu aucune dissension. On a vu un niveau de solidarité qui devrait faire s'arrêter un ennemi et lui faire comprendre « Waouh, est-ce qu'on a mal évalué la situation ?» Non. Ils veulent toujours parler de leur impact, de davantage de sanctions, de davantage de bombardements. D'accord. Est-ce que ça fait souffrir l'Iran? J'en suis sûr. Mais ce n'est pas la question. Faire du mal à l'Iran. Et laissez-moi vous donner une autre dimension, parce que ça peut sembler sans rapport, mais ce serait une erreur de le croire. Aux États-Unis, le niveau de répression augmente un peu plus chaque jour. L'autre jour, le président a prononcé un discours dont le seul objectif était déjà de contrôler l'élection qui arrive en novembre. Pourquoi? Parce qu'il est en danger. Pourquoi? Parce que cette guerre ne connaît pas de succès. Elle n'a même pas le soutien de la majorité des Américains. Tous les sondages montrent qu'une majorité nette et importante d'Américains veut que la guerre s'arrête. D'accord? Vous allez devoir être plus répressif chez vous à mesure que l'opposition grandit. L'opposition à cette folie anti-immigration qui fait des immigrés des boucs émissaires grandit de plus en plus, au point qu'il faut cette armée spéciale créée à cet effet, l'IC, qui tue des gens chaque semaine, la plupart du temps par erreur. Ce ne sont même pas des immigrés, encore moins des immigrés sans papier. La réputation de cette armée privée est épouvantable ici, aux États-Unis. Donc toutes ces choses sont liées. On élit davantage de socialistes à des fonctions publiques qu'on en avait élus dans ce pays depuis un siècle. Et ils sont pro-palestiniens. C'est comme ça que beaucoup d'entre eux remportent les élections. Ils disent clairement qu'ils sont pro-palestiniens et non pro-israéliens. Donc ça a changé. La Palestine est désormais majoritaire. Être pro-Israël est devenu minoritaire, à l'inverse de ce qui était le cas au cours des 30 ou 40 années précédentes. Tous ces événements sont liés, vous voyez. Israël ne peut pas dire, dans ce pays, qu'il a subi des bombardements, parce qu'il doit donner l'image de Tzahal, vous savez, très puissante. Ils sont prisonniers de leur propre propagande. Ils ne peuvent pas montrer des villages détruits, des villes détruites, des colonies détruites, mais des aéroports détruits. Ils ne le peuvent pas. On peut trouver ces informations sur Internet, mais elles doivent rester discrètes. On fait tout un scandale pour 2 ou 3 soldats américains tués, parce qu'il est important que les gens ne sachent pas qu'il y a des centaines, voire des milliers de soldats américains qui ont été blessés par les bombes et les drones qui tombent. C'est impossible. Ils se font prendre de plus en plus souvent et ils deviennent de plus en plus désespérés. C'est un autre coup de cette guerre. Et les démocrates, qui n'ont aucun courage en tant qu'organisation politique, qui ne s'opposent pas à cette guerre comme ils auraient dû le faire, devront peut-être en fait s'en servir à l'automne, parce qu'ils n'ont rien d'autre. Et ils pourraient le faire, ce qui pourrait lui compliquer les choses. Et ils pourraient devoir annuler l'élection, essayer de s'en servir, peut-être essayer d'amplifier cette guerre pour qu'on ne puisse pas avoir d'élection, parce qu'on est occupé à faire la guerre. Vous savez, Zelensky en Ukraine n'a pas organisé d'élection, alors que leur constitution l'exigeait, en utilisant la guerre comme excuse. D'accord. D'accord, il s'en est sorti comme ça. L'Occident ne le dit pas à la population. Vous ne pouvez pas dire aux gens ici qu'ils dirigent un gouvernement qui n'est pas légitime. Vous savez, pas légitime au regard de sa propre constitution. Pas d'une règle extérieure, de leurs propres règles qu'ils ont suspendues. Oh, comme c'est pratique pour lui, il n'a pas besoin de se présenter, il n'a pas à s'inquiéter. C'est un dictateur. Mais la propagande ici présente Monsieur Poutine comme le grand dictateur.
D'accord, ça marche en Amérique. Il n'y a pas assez de contre-informations pour soulever cette question. Mais ça viendra aussi à mesure que les conséquences de tout cela se feront sentir. Comme John Mearsheimer, que je sais que vous connaissez, l'explique encore et encore, c'est une guerre dans laquelle les États-Unis n'ont atteint aucun de leurs objectifs. Cela n'a pas arrêté le travail sur la technologie nucléaire en Iran. Cela n'a pas, vous savez, mis le gouvernement iranien à genoux. Cela n'a pas éliminé le pouvoir de l'ayatollah et du gouvernement qui l'entoure. Rien de tout ça. Rien de tout ça. Rien de tout ça. Et il continue comme si de rien n'était. Il continue de parler. Et c'est une grande victoire, et nous sommes en train de gagner. Mais je vous le dis, bien plus que je ne l'aurais jamais imaginé. Ça ne passe pas bien du tout ici, aux États-Unis. Deux des porte-paroles les plus importants de M. Trump, Tucker Carlson et Marjorie Taylor Greene, se sont désormais retournés amèrement contre lui. Et ils disent publiquement à la base MAGA, à laquelle il continue de s'adresser, qu'Israël est ici un coupable et non un allié. Ils rejettent opportunément la faute sur Israël, en disant qu'Israël a donné de mauvais conseils à M. Trump. Mais ils précisent aussi que M. Trump a suivi ces mauvais conseils, qu'il a commis l'erreur, et il ne l'exonère pas pour autant. Tout cela ne fait que l'affaiblir et lui nuire, en le forçant à dépendre de plus en plus de l'aile extrême droite du Parti républicain. Or, cette aile n'est tout simplement pas assez importante pour diriger le pays, à moins d'aller vers un fascisme à part entière. Et cela fait déjà l'objet de discussions aux États-Unis. Il y a aussi beaucoup d'opposition à cela. Donc je pense qu'il faut intégrer toutes ces dimensions dans le récit pour comprendre quel en est le coût. Ce ne sont pas les 37 milliards annoncés hier par le secrétaire à la guerre, Hegseth. C'est bien plus que ça. Et pas seulement parce qu'il ne dit pas la vérité, ce que tout le monde a désormais compris. C'est parce que sur le fond, ils ne veulent pas relier ces choses entre elles. Combien, laissez-moi vous le dire autrement, combien de pays dans le monde sont en train de revoir l'ensemble de leur programme d'investissement? Vont-ils utiliser le transport maritime pour acheminer leurs intrants et leurs produits finis? Le transport maritime est désormais exposé non seulement au détroit d'Ormuz ou à Bab el-Mandeb, mais aussi à de nombreux autres détroits dans le monde. D'autres pays observent ce qui se passe et se demandent s'ils peuvent faire la même chose. Si vous comprenez la mer Rouge, elle a deux accès. Bab el-Mandeb est à une extrémité et le canal de Suez est à l'autre. Le canal de Suez pourrait être fermé. Par quoi? Par une bombe nucléaire, par une bombe non nucléaire. Et alors? L'Iran peut atteindre cet endroit. Ce n'est pas très loin. Ce qui se passe ici, c'est une réorganisation radicale du monde. Les États-Unis veulent que le détroit d'Ormuz reste ouvert. C'est parce que les États-Unis se considèrent toujours comme le gendarme du monde, comme un empire, et qu'il devrait y avoir une libre circulation. Non, dit l'Iran, nous faisons partie du monde. Vous nous avez dépouillés pendant des siècles. Maintenant, nous allons obtenir notre part de l'économie mondiale. Vous tous, les gens riches qui obtenaient du pétrole, vous allez devoir payer un peu plus pour ce pétrole afin que nous puissions percevoir une redevance pour entretenir cette zone et obtenir, nous aussi, une part de la richesse mondiale. Voilà l'enjeu plus large. Et l'Iran n'est qu'un parmi beaucoup de pays qui se trouvent exactement dans la même situation et qui vont maintenant chercher comment puiser dans la richesse mondiale. Ils ont le double avantage de comprendre que la richesse du monde s'est construite grâce au pétrole qui se trouvait sous leur sol et qu'ils n'en ont jamais bénéficié. Maintenant, ils vont en obtenir une part. Et le reste du monde, l'Europe, l'Amérique, doit la céder. Et ils ne le veulent pas.
Ils ont la mentalité étriquée de gens qui ont non seulement pris les richesses du monde, mais qui ont fait semblant de ne pas le faire. J'ai dû assister à des cours à l'université et entendre que la domination des États-Unis sur le monde était ce qui était arrivé de mieux au monde arabe, ou au Moyen-Orient, ou à l'Extrême-Orient, ou à l'Amérique latine. Nous leur avons apporté tous ces avantages. Quelle blague! Ils ne voulaient tout simplement pas admettre quel en était le véritable objectif. Cette petite partie du monde, je le rappelle à mon public américain, les États-Unis représentent 4,5% de la population mondiale, 4,5%. Et nous avons pris la moitié des richesses. C'est un vol spectaculaire. Ça dure depuis des siècles. C'est fini. Ça touche à sa fin. Et cela va exiger d'énormes ajustements. Et le monde va devoir, tôt ou tard, faire face à cette question. Et quand je dis le monde, je parle de l'immense majorité des gens. Vont-ils permettre à une minuscule minorité, les États-Unis et l'Europe occidentale, qui ne représentent même pas 10% du monde, vont-ils permettre à ces 10% de détruire le monde entier, plutôt que de laisser les 90% restants participer? Écoutez, nous avons exactement le même problème ici aux États-Unis. Les 10% d'Américains les plus riches contrôlent la moitié de l'économie, la moitié de toute la consommation dans ce pays, la moitié en termes d'argent, en valeur. La moitié de toute la consommation est le fait des 10% les plus riches. C'est incroyable. Il y a quelques semaines, on a célébré le fait qu'un citoyen d'ici, ou pas citoyen, je ne sais pas quel est son statut, Elon Musk, deviendra le premier milliardaire au monde à atteindre 1000 milliards de dollars. Mais les gens doivent comprendre, c'est ça le capitalisme. C'est un système qui dit que quand on peut accroître la richesse, disons, de plusieurs centaines de milliards de dollars, ce système va donner cette richesse supplémentaire à la personne qui est déjà la plus riche sur Terre. C'est plus qu'irrationnel, c'est obscène. Chaque enfant qui meurt de malnutrition ou d'une maladie dont nous connaissons le remède aux quatre coins du monde est victime d'un système qui fonctionne ainsi. Et au bout du compte, c'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Et c'est pourquoi je pense que les États-Unis vont perdre et que l'Iran va gagner. Je rappelle à mon public américain que la guerre du Vietnam opposait à l'époque le Parti communiste du Nord-Vietnam aux États-Unis. Qui dirige le Vietnam aujourd'hui? Réponse, le Parti communiste du Nord-Vietnam. C'est bien le signe de qui a gagné et qui a perdu. En Afghanistan, l'ennemi des États-Unis, c'était les talibans. Qui dirige l'Afghanistan aujourd'hui? Les talibans. Un indice sur qui a gagné et qui, je pourrais continuer. L'Iran est plus important. C'est un pays bien plus grand, déjà beaucoup plus présent sur la scène mondiale et capable non seulement de se battre en agissant sur le terrain, Je veux vous rappeler qu'en Afghanistan et au Vietnam, le camp d'en face, les Vietnamiens, les talibans, n'avaient pratiquement pas d'armes. Souvenez-vous, ils déposaient de petits engins explosifs au bord des routes pour lutter contre toute cette puissance aérienne et tout le reste. L'Iran combat avec les mêmes armes que les États-Unis. C'est un signe. Et ces armes sont disponibles partout et elles le resteront là où elles sont aujourd'hui. Elles seront tournées contre les États-Unis pour exactement les mêmes raisons. Et cela ne s'arrêtera pas aux océans. L'Amérique latine n'est pas à l'abri de tout cela. Pour ceux d'entre vous qui s'imagineraient que la doctrine Monroe s'applique encore, elle est en train d'être renversée, comme tous les autres aspects de l'ordre international fondés sur des règles. Richard, pour conclure cette session, si l'on regarde le comportement de la Chine, ce que les États-Unis font contre l'Iran et la Russie,
ainsi que la poursuite de la guerre. Selon vous, que se passe-t-il dans l'esprit de ceux qui se préoccupent de Taïwan? Car Taïwan dit d'une certaine manière que la Chine se prépare ou renforce ses forces autour de l'île. C'est leur perception. Mais d'un autre côté, quand ils regardent la guerre entre les États-Unis et l'Iran, entre la Russie et l'OTAN, ils voient à quel point les capacités des États-Unis sont limitées. Les États-Unis ne peuvent pas aller si loin pour les soutenir. Pensez-vous qu'ils vont s'opposer à la Chine, qu'ils vont résister? Ou bien allons-nous finalement voir, comme conséquence de ces deux fronts américains, en Asie occidentale et en Ukraine, les États-Unis revenir à une forme de raison avec la Chine? Eh bien, je crois que vous avez mis le doigt sur la grande question de notre époque. Mais j'ai bien peur de vous décevoir ou de vous laisser sur votre faim avec ma réponse. Pour qu'il y ait un débat entre deux options, l'une consistant à tenter de faire ce qu'ils appellent « contenir la Chine ». Rappelons à tous qu'après la Seconde Guerre mondiale, durant laquelle les États-Unis et l'Union soviétique étaient alliés contre le fascisme, dès la fin de la guerre, en 1945, l'alliance s'est effondrée. Les États-Unis et l'Union soviétique sont devenus ennemis. Et la manière dont les États-Unis expliquent cela, généralement attribuée à un important penseur politique américain de l'époque, George Kennan, s'appelait la théorie de l'endiguement. Les États-Unis devaient contenir l'Union soviétique. Autrement dit, ils ont traité le socialisme soviétique comme s'il s'agissait d'une sorte de maladie susceptible de se propager et qui risquait de se propager comme elle l'avait fait en Europe de l'Est. Il fallait donc l'endiguer. Les États-Unis ont alors développé un véritable anneau de bases militaires depuis l'Arctique, au nord, tout autour de l'Union soviétique et de l'Europe de l'Est, jusqu'au côté Pacifique. D'accord? 700 ou entre 700 et 800 bases militaires pour contenir l'Union soviétique. Puis, après la révolution chinoise de 1949, quelques années après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils ont étendu ce dispositif pour contenir la Chine. L'Union soviétique s'est effondrée en 1989-90. À ce moment-là, les bases n'ont donc pas été abandonnées. L'OTAN ne s'est pas dissoute, alors même qu'elle avait été créée comme un front contre la Russie, essentiellement pour contenir la Russie en Europe. Ils l'ont maintenue. Pour faire quoi, au juste? Eh bien, ce qu'elle a toujours été, sans jamais l'admettre. Une tentative d'avoir une force militaire écrasante. Et la raison pour laquelle vous avez conservé les bases, c'est ce que j'ai mentionné auparavant. Les États-Unis ont hérité de tous les autres empires. L'Empire britannique s'est désagrégé. L'Inde est devenue indépendante en 1947. L'Inde était la pièce numéro 1 du monde. Et rappelez-vous ce qu'était le colonialisme européen. De petits pays avec d'immenses territoires coloniaux. Ils étaient riches. Nous admirions le niveau de vie atteint en Europe occidentale, parce qu'ils ont dépouillé le monde entier. C'était ça le but du colonialisme. La petite Belgique, ce n'est rien. Mais si elle a le Congo, la partie la plus riche d'Afrique, alors elle peut devenir riche. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle en a vécu. Les Européens étaient des parasites de leurs propres territoires coloniaux. Ils ne l'admettraient jamais. Ils voulaient croire qu'ils apportaient quelque chose à ces colonies. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que les États-Unis ont hérité de besoins qu'aucun des autres pays n'aurait jamais pu assumer. Les Britanniques n'étaient pas assez grands à eux seuls, ni les Français, ni les Allemands, ni les Japonais. Mais les États-Unis, n'ayant aucun colonialisme concurrent, ont tout hérité. Quand les Britanniques ont dû quitter l'Inde, les Américains sont arrivés. Quand les Britanniques ont dû quitter le Moyen-Orient, les Américains sont arrivés.
et ainsi de suite. Et leurs bases militaires, tout comme le libre-échange, comme un détroit d'Ormuz ouvert, ou le canal de Suez, tout devait rester ouvert, parce que tout cela devait former un seul empire rentable, destiné à rendre les États-Unis plus riches que quiconque ne l'avait jamais été auparavant, y compris les Européens de l'Ouest. C'est ce que nous avons connu ces 50 à 70 dernières années. Mais, comme pour tous les autres empires, l'empire américain est soumis à la même dialectique historique. Le monde entier a été mobilisé par l'Empire américain pour comprendre que la voie à suivre dans votre petit pays, le Nigeria, le Panama, l'Iran, c'est de sortir de l'emprise de cet empire, de trouver le moyen de s'en libérer. La Chine avait une longueur d'avance, parce qu'elle n'était jamais devenue une colonie à part entière de qui que ce soit. Les Han avaient préservé ce qui leur appartenait. C'est en partie pour cela qu'ils ont pu accomplir ce qu'ils ont accompli. Mais aujourd'hui, les différentes parties de l'Empire commencent à comprendre. Si je peux employer une métaphore, lorsque les Japonais ont décidé, il y a très longtemps, au début du XXe siècle, de devenir une puissance importante, ils ont compris qu'ils devaient regarder le pays numéro 1, les États-Unis. Et ils devaient être clairs sur le fait que s'ils voulaient devenir une économie importante, ils devaient faire ce que faisaient les États-Unis. Soit mieux, soit moins. Sinon, ils n'auraient aucune chance face à la domination des États-Unis. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis au travail et ils ont produit une automobile meilleure et moins chère. Et c'est pour ça que nous roulons tous en Toyota. Aujourd'hui, dans le monde, dans quoi roulons-nous? Des BYD. Qu'est-ce que c'est? La Chine. Qu'est-ce que la Chine a fait? Elle a compris qu'elle devait faire quelque chose de meilleur ou de moins cher, ou les deux, que les voitures américaines ou japonaises. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est tournée vers la voiture électrique et elle y est arrivée. Elle a trouvé un moyen de contourner l'empire. L'Iran cherche à s'affranchir de l'empire qui l'opprime, qui ne lui a pas permis d'avoir Mossadegh, qui lui a imposé le Shah et qui a sapé de toutes les manières possibles le régime des ayatollahs depuis lors. Tous les pays vont faire ça. D'une manière ou d'une autre, ce chemin entre ce que les Chinois ont accompli et ce que les Iraniens accomplissent, à leur manière, ce sont différentes facettes de l'histoire du déclin de l'Empire américain et de l'émergence d'autres puissances. Alors, pour conclure et répondre à votre question, les Américains devront davantage prendre conscience de ce que je viens de dire. S'ils le font, si nous parvenons à renforcer cette façon de penser aux États-Unis, alors ça trouvera une expression politique. Nous aurons des candidats et des partis politiques qui diront que l'endiguement est la mauvaise approche. Nous devons nous asseoir avec les Chinois, nous asseoir avec les Iraniens et trouver un moyen de vivre ensemble sur cette planète. C'est bien plus sûr pour nous tous, parce que l'alternative, c'est la guerre. Et c'est une guerre nucléaire, surtout maintenant que M. Trump a décidé d'autoriser les Saoudiens à avoir une arme nucléaire. Quelle hypocrisie et quel désespoir dans un tel comportement. Le président de ce pays dit aux Américains qu'il les protège de la prolifération des armes nucléaires, en l'occurrence en Iran. Les Américains n'apprécient pas davantage le roi d'Arabie Saoudite que l'ayatollah en Iran. Faire une guerre pour empêcher la prolifération nucléaire chez l'un, tout en la donnant à l'autre, ce sera très difficile à accepter pour les Américains. Ce sont autant de petits éléments dans cette question. Si nous parvenons à avoir un mouvement assez courageux pour présenter l'alternative, je pense qu'il y a de bonnes chances que les États-Unis finissent par aller dans cette direction. Oui, oui, espérons-le. Merci, merci, merci Richard. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Great pleasure.
Avec plaisir, comme toujours, ce sont des discussions importantes. Merci. Merci. Au revoir.